Bonjour à tous. Donc, déjà, merci pour votre présence. On est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, on sera deux pour dérouler cette présentation. Donc, Olivier Verdenay, qui est le dirigeant de la société Eucliga et le fondateur de la solution MindsApp qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et moi-même, Céline, qui fait partie de l'équipe MindsApp. Donc, l'idée, c'est de parler low-code aujourd'hui et puis, donc, particulièrement préciser un peu de quoi il s'agit et l'intérêt pour les PME et puis également de la solution MindsApp que l'on a mis au point. Alors justement, la solution MindsApp, si on devait la résumer en une phrase, on vous dirait ça. C'est un service de développement low-code pour créer agilement des applications métiers spécifiques. Alors, bien sûr, on va revenir en détail sur le concept de service low-code. On va vous expliquer plus précisément ce qu'on entend par agilité et notre approche en termes d'agilité. Et puis, on va vous illustrer concrètement le type d'application que l'on peut créer avec notre solution. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est une solution qui est suisse, puisqu'on est basé à Genève et plus précisément à Carouge. Alors, avant de rentrer concrètement dans la solution, peut-être que ça peut être pas mal de repréciser un peu ce qu'on entend par développement low-code. Et du coup, ce que je vous propose, de manière très rapide et complètement anonyme, si ça vous convient, c'est d'évaluer votre niveau de connaissance du low-code sur une échelle de 0 à 5. 0, vous ne connaissez rien au low-code. 5, vous connaissez parfaitement le sujet. Voilà, en mettant le chiffre dans la discussion de la réunion, si ça vous va. C'est juste pour avoir une idée de l'auditoire et puis aussi adapter un peu nos éléments de discours. 3, 1, 6, 2, 1, 0, 6, 3, 5. Si tu veux. Ah oui, il y en a qui connaissent plus que bien, du coup. Premier sondage. Ok. Donc, on a qui connaissent très bien. Il y en a qui découvrent. Ouais. Voilà. Ok. C'est intéressant parce qu'on voit que c'est un sujet qui est quand même tendance et qui est de plus en plus entendu. On entend de plus en plus parler de ce concept et on voit que les entreprises sont de plus en plus mûres et aptes à rentrer sur ces sujets. Alors, concrètement, juste pour qu'on soit bien aligné sur ce qu'on met derrière ça, on a tous en tête cette image du développeur qui écrit des lignes et des lignes de code assez imbitables. Ça, c'est le développement informatique classique. Et puis, donc, se démocratise le développement low-code, no-code et les plateformes low-code qui consistent en fait en de la programmation aussi, mais simplement, elles ne requièrent aucune compétence informatique ou très peu, grâce à des outils qui sont graphiques, qui sont visuels et qui permettent en fait de pré-mâcher le travail et qui ne nécessitent du coup pas d'acquérir toute cette connaissance du langage informatique spécifique. Donc, du coup, l'intérêt du low-code et pourquoi ça a autant de succès en ce moment, c'est que le premier avantage, c'est que ça permet de créer des applications à faible coût et en peu de temps. Dans la mesure où l'outil pré-mâche le travail, eh bien, ça permet de développer des logiciels de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus agile et du coup à moindre coût. L'autre intérêt, c'est que ça ouvre le sujet du développement à un public beaucoup plus large que les développeurs traditionnels, parce qu'il n'y a pas cette barrière à l'entrée justement du langage informatique et de toutes les spécificités du développement classique. Et du coup, ça casse ces barrières et ça permet aux développeurs et aux métiers de se comprendre beaucoup plus facilement et aux métiers de s'impliquer beaucoup plus dans les démarches de création d'outils sur mesure et voire même pour certains de créer leurs applis. C'est vraiment le concept des plateformes low-code où les métiers deviennent des citizen développeurs. Vous avez sûrement entendu parler de tout ça. Et donc, du coup, en effet de bord, c'est que ces plateformes low-code, elles deviennent une solution qui rend le développement sur mesure beaucoup plus accessible pour les PME qui
pour la plupart, soit ne peuvent pas se doter d'un service informatique dédié de par leur taille, soit ne peuvent pas avoir recours à de l'externalisation et des consultants, des développeurs qui font des développements spécifiques compte tenu du coût. Là, ça devient beaucoup plus abordable et beaucoup plus accessible. Et enfin, le dernier point que nous, on voit comme un bel avantage, c'est le fait que ces plateformes, elles contribuent à la stratégie data des entreprises. C'est-à-dire que comme on automatise les process, on vient centraliser la data dans un seul et même outil, voilà, ça nous permet de générer de la data et d'être plus dans une culture d'entreprise data-driven comme les entreprises cherchent à le faire aujourd'hui. Et voilà, donc ça, c'est la liste des avantages du développement low-code. Voilà, donc c'est notre propre avis, hein, ça n'engage que nous. Et puis, on y voit aussi, comme dans toute solution, des points, des inconvénients, enfin des choses plus négatives. À commencer par le fait que de bons outils ne suffisent pas pour créer de bons logiciels. On est convaincu chez Minds Up que ce n'est pas parce qu'on donne de bons outils de bricolage à quelqu'un qu'on devient bon bricoleur. J'en suis la preuve. Donc, du coup, voilà, on pense vraiment que cette modélisation de data, enfin vraiment le fondement des applications métiers, c'est un vrai métier. Et la modélisation, ce n'est pas donné à tous et on pense que ça peut être une limite de ces plateformes où on donne la main au métier qui n'a pas pour métier premier celui-ci. L'autre difficulté de ces plateformes low-code, c'est la difficulté à traiter la complexité. On se rend compte dans les premiers retours d'expérience, alors comme c'est un concept assez récent, il n'y a pas encore beaucoup de recul sur le sujet, mais dans les premiers retours d'expérience qu'on peut voir, ce n'est pas si simple de gérer la complexité dans ces outils. Ouais, c'est assez facile pour créer des formulaires, pour créer des petites listes, des petits outils ou automatiser des petites choses issues d'Excel. Mais dès qu'on commence à faire vraiment un vrai process, un vrai flux, ça devient un peu plus touchy et on peut vite se trouver confronté à des points de blocage. Et puis, le dernier point, c'est la gestion de la gouvernance, puisque l'avantage et l'inconvénient de l'outil, c'est que tout le monde peut prendre la main sur la plateforme et développer sa petite appli dans son coin. Mais l'inconvénient, c'est que ça peut vite partir dans tous les sens et l'entreprise peut avoir du mal à gérer cette multitude d'applications que chacun crée dans son coin et avoir une cohérence globale et une utilisation commune et harmonisée des outils. Donc voilà, c'est notre petite analyse du moment sur le développement low-code, ce qu'il en est et les intérêts et inconvénients des plateformes. Alors du coup, pour vous, en tant que PME, si vous aviez besoin d'une application de gestion, on a essayé de vous préciser comment on pourrait s'orienter votre recherche de solutions. Dans l'idée, si vous aviez un besoin standard, nous, on vous conseillerait d'aller vers un produit standard. Si votre besoin est classique, il y a tout intérêt à aller sur un produit standard du marché. Par exemple, vous cherchez un CRM, il y a plein de CRM sur le marché qui peuvent convenir à votre besoin. Si vous n'avez pas de spécificité par rapport à votre activité, voilà, vous avez tout à fait intérêt à prendre un produit sur étagère. Par contre, si votre activité a des spécificités, ce qui est malgré tout souvent le cas, du coup, vous pouvez avoir recours à l'option 2, qui est de faire appel à du développement spécifique. Donc là, vous aurez vraiment la possibilité d'adapter un outil qui vous est propre, du sur-mesure, qui répondra à un besoin simple ou complexe. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous serez sur du développement plus coûteux, puisque vous ferez appel à des développeurs dédiés, et puis plus lourd, parce qu'il faudra un cahier des charges, tout un processus, toute une démarche qui sera plus longue en termes d'engagement. Et pour pallier cette lourdeur et ces coûts de développement, l'option 3, c'est justement l'approche un peu disruptive des plateformes low-code qui arrivent en étant capables de répondre à des besoins spécifiques,
sur des besoins plutôt simples, comme je disais avant, et puis de manière complètement agile. C'est-à-dire qu'on peut vraiment sortir une application dans un délai très court et surtout de manière peu coûteuse. Donc, on vient contrebalancer l'inconvénient du développement spécifique plus traditionnel. L'inconvénient, enfin les limites de ces plateformes, c'est ce que je disais précédemment, c'est la difficulté à traiter la complexité et les problèmes de gouvernance qu'on peut vite rencontrer. Et donc, l'option 4, c'est là où on se positionne, c'est le service low-code. Donc, l'idée, c'est qu'on se positionne sur des besoins spécifiques, sur des besoins simples ou complexes, puisqu'on a monté quelque chose qui nous permet vraiment d'adresser la complexité, et Olivier vous montrera ça tout à l'heure, de manière complètement agile, toujours en étant le plus rapide possible, parce qu'on a une plateforme low-code qu'on a développée, mais on a une approche service par-dessus ça, c'est-à-dire c'est notre équipe de développeurs qui développe avec la plateforme low-code pour livrer clé en main des applications. Et après, le métier, il est autonome sur la possibilité de personnalisation des écrans, sur la possibilité de créer des dashboards, mais le fondement, la base de l'application, là où il faut être robuste, c'est le métier chez nous qui le fait. Voilà, vous n'hésitez pas à m'interrompre, c'est assez perturbant de parler sans avoir de retour, donc n'hésitez pas à m'interroger, voilà. Je vous mets complètement à l'aise. Et donc, je passe la parole à Olivier donc, pour rentrer maintenant concrètement sur notre produit qui est MindZap. Je vais vous présenter un peu notre concept MindZap, qui est au départ un projet de R&D qu'on a lancé il y a 4 ans. L'idée n'est pas forcément au départ d'aller chercher directement du low-code ou du no-code. Le concept de base, c'est vraiment d'arriver à rationaliser les développements et aussi, bien sûr, minimiser ces développements. La base de notre approche, en fait, c'est de s'appuyer sur une modélisation graphe. C'est-à-dire qu'on s'est affranchi de tout ce qui est classiquement les bases de données relationnelles, les tables qu'on connaît, qu'on retrouve un peu dans tous les produits aujourd'hui informatiques et les logiciels, et d'essayer de s'appuyer sur une modélisation un peu plus riche, un peu plus intelligente, qui nous permette justement de rationaliser ce code, de limiter ce code. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est appuyé, et c'est vraiment le fondement en fait, de l'approche, sur une modélisation graphe. Et techniquement, pour ce faire, on s'est appuyé sur des bases de données orientées graphe. C'est-à-dire qu'on va tout construire, on va modéliser la data et les processus à l'aide de réseaux, de nœuds et de liens entre ces nœuds pour créer des réseaux de plus en plus complexes et qui vont héberger, comme je disais, à la fois de la data, mais aussi du processus. C'est-à-dire, quelque part, on a transformé l'approche code-programmation par de la data. Et donc, ce réseau apporte énormément de richesse par rapport à une approche plus classique relationnelle. Entre deux nœuds, on va avoir des liens. Les liens ont un sens, une direction. Ils portent également de l'information et chaque nœud va porter de la data. Ça, c'est un peu la base, et je reviendrai dessus, de la démarche. Bien sûr, ça nous permet par la suite d'accéder justement à cette partie low-code, no-code. Alors, on parle de no-code pour des besoins simples qui ne vont pas nécessiter de programmation. Et puis, plus le besoin d'application et de service à proposer devient complexe, plus on aura besoin, bien sûr, d'un peu de programmation. Voilà. Après, il y a d'autres points structurants un peu dans notre démarche, mais là, on a à peu près l'essentiel. Donc, je vais vous montrer à peu près à quoi ressemble déjà notre plateforme et notre produit. Voilà. Là, j'arrive sur la landing page où on retrouve plusieurs use cases, plusieurs exemples. On travaille actuellement sur un produit, un petit logiciel qu'on a appelé UpData. L'objectif de ce produit est de pouvoir mettre à disposition de foyers qui hébergent des jeunes en difficulté familiale et de leur proposer un produit qui permette à la fois de gérer l'établissement, de gérer les jeunes, de gérer tout l'aspect documents qui sont échangés avec les organismes et puis de gérer aussi tous les partenaires qui vont graviter autour de cette activité, c'est-à-dire des médecins, des organismes, des éducateurs, des choses comme ça.
Donc là, on est typiquement dans un besoin sur mesure. Il n'y a pas vraiment de produit standard aujourd'hui sur le marché qui propose ça. Donc les établissements qui accueillent comme ça des jeunes n'ont pas de solution informatique. C'est pour ça qu'on s'est positionné sur ce sujet-là. Donc une première fonctionnalité, c'est de pouvoir avoir des fiches jeunes, de pouvoir avoir une fiche signalétique par jeune qui décrit un peu son parcours et tous les détails par rapport à ce jeune. Donc, je déroule ça, je vais sur une fiche. Et là, on va retrouver donc, le jeune ou moins jeune d'ailleurs, sa famille, les parents, son parcours scolaire aussi, qui va être identifié à travers l'appli, la composition familiale. Et puis, alors ça, c'est un projet qui est en cours, hein, donc ça demande encore à être étoffé. Là, c'est un peu le point de départ, mais il y a pas mal d'informations qui vont pouvoir être ajoutées à cette fiche jeune. Voilà. Un autre objectif de l'application, c'est de pouvoir gérer les installations, c'est-à-dire finalement les établissements. Là, on a un premier établissement qui se situe à Toulouse, en France, qui s'appelle le Goéland, et qui est notre partenaire sur ce projet-là, en tout cas notre premier partenaire. À travers la fiche établissement, il va être question de pouvoir gérer toutes les données en fait, de l'établissement, donc bien sûr tout ce qui va être adresse, contact, les spécificités de l'établissement. Là, en l'occurrence, il y a un accueil de fratrie et uniquement pour les filles. Et puis après, de gérer la partie plus bâtiment, donc avec la terminologie, on est vraiment dans une approche sur mesure. Donc, un établissement, c'est un ensemble d'unités qui représentent finalement des bâtiments physiques. Là, le Goéland, il y a 3 bâtiments physiques et chaque bâtiment va intégrer des chambres et avec les jeunes qui sont hébergés dans les chambres. Voilà. Après, il est question aussi de pouvoir gérer les partenaires. Donc, les partenaires, ce sont les organismes, ce sont les médecins. Et puis, je ne vois pas parce que j'ai ça devant. Après, dans l'idée de la gestion de cet établissement, il va falloir pouvoir gérer des documents, c'est-à-dire des offres d'admission. Quand il y a une admission d'un nouveau jeune, les organismes envoient la fiche signalétique du jeune et puis une proposition d'admission. Alors, pouvoir gérer les hébergements. Et puis après, il y a toute la partie facturation, bien sûr, pour que l'établissement puisse fonctionner. On retrouve en dessous l'équipe d'éducateurs. Voilà, l'objectif aussi à travers cette application, c'est de pouvoir informer les organismes sur la disponibilité qu'on a c'est pas grave, qu'on a au sein de l'établissement. C'est-à-dire que quand un organisme finalement récupère un jeune, il va falloir qu'il lui trouve un hébergement et pour ça, il va interroger les établissements pour savoir qui peut héberger ce jeune. Voilà en gros les fonctionnalités. Et puis après, on va retrouver toute une gestion de documents, des fiches présentation, des demandes d'admission, voilà, tout ce qui a caractère un peu autour de l'activité, signalement de flux et tout ça. Donc derrière cette première un peu 13, puis après il y a toute la partie référentielle, bien sûr, où on va pouvoir gérer un peu toutes les données propres à l'application. Là, il n'y a pas eu de recharge graphique derrière ces écrans-là. Dans tout ce que j'ai montré là, finalement, il y a très peu de code. On doit être à peu près 200 lignes de code pour faire fonctionner tout ça. Et ces 200 lignes de code concernent principalement en fait, les calculs de capacité des établissements et les calculs de disponibilité. Mais si on regarde ce qu'il y a derrière une fiche jeune, par exemple, il n'y a aucun code. Sur ces parties-là, on arrive à être 100% no code. Après, dans l'idée d'autres use cases, on arrive, à travers MindZap, à avoir un niveau assez fin en termes de design et de rendu pour l'utilisateur. On s'est amusé, par exemple, à refaire l'Apple Store. Voilà. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler des écrans au pixel près. Encore une fois, dans notre approche, on ne cherche pas à être no-code complètement. On cherche vraiment à rationaliser les développements. On a créé tout un studio qui permet de designer un peu nos écrans. Et on est resté assez ouvert à ce niveau-là pour pouvoir vraiment arriver à avoir un niveau de finesse. Comme le disait Céline aussi, l'objectif au départ, on a plutôt dans la société une culture ERP, c'est de pouvoir vraiment adresser des flux complexes. On a créé aussi un univers on va dire, de processus de facturation sur de la prestation de services qui nous permet à la fois de créer des offres, de les transformer en commandes, de pouvoir saisir des temps, ça c'est pour notre activité de prestation de services, et de pouvoir facturer le client.
Donc là, on a finalement reproduit un flux ERP. L'objectif, c'était bien sûr qu'il soit fonctionnel et de pouvoir aussi un peu connaître les limites de notre produit. Donc là, on retrouve un flux de services assez classique. Un écran qui ne revient pas. Un flux assez classique où on va pouvoir saisir une commande pour un client à partir d'une société. On va voir automatiquement, et ça c'est un peu la force de l'approche réseau, on va pouvoir connecter finalement automatiquement toutes les données de prix, toutes les données de taxes, toutes des données issues d'une fiche client, d'une fiche société, pour créer, avec très très peu de code, justement, ce processus de commande. Donc on retrouve des lignes de commande, des choses assez classiques, avec automatiquement des tarifs qui remontent et des prix qui sont calculés en fonction d'une quantité de jours et de choses comme ça. On a, comme je disais, toutes les données de taxes qui remontent aussi entre mon client et ma société. Donc je me retrouve dans un contexte de TVA collectée, imposable. Et bien sûr, cette commande peut être créée automatiquement à partir d'une offre. Et puis après, il y a toute la suite du flux avec la saisie de temps, avec de la facturation derrière. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir faire du sur-mesure, donc de pouvoir, par exemple, avoir un calcul de marge qui se fait automatiquement, une marge budgétée, une marge réalisée, en fonction des temps qui ont été saisis et rentrés. On trouve là la feuille de temps, avec quelques jours de prestations saisies. Et puis, l'idée aussi derrière, toujours dans un esprit de sur-mesure, c'est de pouvoir avoir une petite partie analytique qui va nous permettre de suivre un peu, par exemple, dans ce cas de figure-là, un chiffre d'affaires lissé. Voilà. Bon, je ne rentre pas dans les détails de tout ça. Encore une fois, par rapport à ce flux-là, finalement, on arrive à le reproduire avec très peu de lignes de code. On doit être à un peu plus de 200 lignes de code pour faire fonctionner tout ça, de l'offre à la commande. Si je montre un peu le pendant technique de ce qui se passe derrière et comment tout ça a été modélisé, le point de départ de MindZap, je disais en introduction, c'est l'approche graph, l'approche réseau. Donc, c'est à travers ça qu'on a une approche qui est plus de service low-code que de pure plateforme low-code, parce qu'il y a quand même toute une partie modélisation. Le point de départ de la création d'une appli à travers MindZap, c'est de modéliser ce réseau. Donc, si je prends ce flux-là que je montrais à l'instant, on va pouvoir créer une offre client pour un client. Cette offre client va contenir des lignes d'offres, avec bien sûr, par exemple, une date de prix. Elle va être aussi pour une société. Et puis après, on a toutes des données qui gravitent autour de cette offre, un numéro qui va être généré, des partenaires, c'est-à-dire la société, le client, le donneur d'ordre, enfin tout ce qui est issu en fait, du client de la société. Et puis, on va générer des prix de vente. Et à partir de cette offre client, on va pouvoir générer automatiquement. À travers cette offre, on va pouvoir générer ce que je montrais, la commande client. Derrière MindZap, il y a justement ce qu'on a vraiment mis en place, c'est toute une technique de manipulation de réseau, de pouvoir manipuler la data à travers des réseaux, de pouvoir créer des réseaux, de pouvoir étendre des réseaux, de pouvoir lier des réseaux. Et il y a toute une codification derrière l'univers qu'on a créé à partir de ce graphe, qu'on retrouve à travers le code couleur d'ailleurs. Et par exemple, les nœuds verts, les boules vertes sont des nœuds de process. Donc, le process qui va nous permettre, à partir d'une œuvre, de créer une commande de service. Et c'est à ce niveau-là qu'on commence à avoir du code. Je vais vous montrer un exemple. Voilà le code qu'il y a derrière et qui nous permet, en fait, puis celui-là, il est généré automatiquement d'ailleurs, et il n'a pas été surchargé, qui nous permet de transformer finalement le réseau offre en un réseau commande. Ce qui est assez, finalement light au niveau du code, et on arrive là vraiment dans du pur low code, parce que les réseaux, voilà, je vais rentrer dans les détails, mais les réseaux offres et les réseaux commandes sont assez semblables. Donc MindZap va savoir en fait transformer ces deux réseaux. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer en termes de démo aussi, un autre use case. Ouais, oui, pendant qu'on est sur la partie un peu technique, je vais revenir sur un peu les différents outils qu'on propose à travers notre plateforme. Si on revient par exemple sur la commande de service, voilà, là je suis sur la partie technique.
on retrouve le réseau commande. Et derrière chaque nœud, on va pouvoir créer des layouts qui nous permettent de faire la mise en forme. Et on a tout un studio en fait, de création de layouts. Donc là, je ne sais pas si vous vous rappelez l'écran de commande de service, mais là, on est vraiment dans du no-code, puisqu'on va pouvoir venir placer toute une série de composants qu'on retrouve là, de data, de formulaires, avec des composants médias, avec des images, des maps, enfin, des vidéos, un peu tout ce dont on peut avoir besoin. On place en fait ces composants sur notre écran et puis après, on va connecter ces composants de la data qu'on retrouve sur cette partie-là. Et la data, c'est finalement tout le réseau qu'on voyait juste avant, qui est connecté à notre nœud. Donc là, pour cette approche studio design, on n'a absolument pas besoin d'être développeur. Maintenant, ça demande quand même des compétences en termes de design, de user experience et finalement, faire un écran et un chouette écran, ce n'est pas si évident que ça. Ça demande des compétences en tout cas. On a d'autres outils, bien sûr, et c'est toutes les boules rouges qu'on retrouve là qui vont nous permettre en fait, de créer des queries, c'est-à-dire de parcourir le réseau pour récupérer de l'information. Et en fait, à travers, bon là c'est très simple, mais je vais partir par exemple de ma commande qu'on voyait à l'instant, et puis je vais récupérer des données partenaires à travers ce nœud-là. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on a toute une série d'outils en fait. Et là, c'est pareil, ça ne demande pas non plus beaucoup de code. À partir de là, on va pouvoir poser aussi des filtres, ajouter toute une série de filtres sur les combinaisons qui vont nous permettre de sélectionner finalement une vue du réseau ou une partie du réseau et de mettre ça à disposition de nos écrans et pouvoir faire de la restitution graphique. Voilà, sur les outils, bon, alors c'est assez rapide, hein, on a assez peu de temps, mais pour vous donner un peu une idée de ce produit, en termes de démo, je peux montrer aussi quelque chose qu'on vient de réaliser pour un client, qui est un portail de dépose de factures, un portail fournisseur. Voilà. Alors ça a été réalisé en 3 jours. L'objectif qu'on s'était donné, c'est de réaliser cette appli en 3 jours. Le cahier des charges, il est assez simple. Il est de mettre à disposition un portail fournisseur, que les fournisseurs de notre client puissent déposer leurs factures. Après, ces factures ont tout un circuit de validation dans un ERP, SAP en l'occurrence. Et l'idée, c'est que le fournisseur puisse suivre un peu le statut et l'avancement de ces factures. Donc, les factures, elles vont être acquittées, c'est ce qu'on voit en statut vert, elles peuvent être refusées, elles peuvent être validées, et dans un premier temps, elles vont être en attente. Donc, le fournisseur se connecte, il va pouvoir, là, à travers l'espace qu'on a appelé brouillon, créer sa facture brouillon, c'est-à-dire finalement déposer un PDF, ajouter une facture, et puis ajouter des annexes. Voilà. Et on retrouve là un petit outil pour visionner, qui a été réalisé complètement en low-code d'ailleurs, sous une ligne de code. Il va pouvoir déposer sa facture, il va pouvoir déposer ses annexes, bien sûr parcourir tout ça. Et puis une fois que son dossier est prêt, il va pouvoir l'envoyer. Une fois que le dossier est envoyé, il est soumis et il rentre dans le processus qu'on voyait à l'instant avec la liste des factures soumises et puis les différents statuts. Il a une vision aussi un peu sur l'échéancier de paiement. Donc, on retrouve les factures en vert qui ont été acquittées, celles qui sont validées, donc qui ne sont pas encore payées, mais ça ne saurait tarder. Et puis là, on retrouve les 2 dernières factures qui sont en attente. L'idée, c'est qu'il puisse avoir un petit échéancier. Il va pouvoir là gérer ses préférences. Et il va pouvoir faire, là, l'idée, c'est d'avoir les 10 dernières factures à peu près. Et il va pouvoir faire une recherche de factures et retrouver l'ensemble de ces factures. Si à un moment donné, il a besoin de trouver une facture dans son historique. Voilà l'idée. Là, on doit avoir 10 lignes de code. On est quasiment no code pour arriver à faire une appli comme ça. Et au stade où on en est aujourd'hui, on l'a réalisé donc en 3 jours. Voilà, une appli assez simple. Qui est par ailleurs interfacée avec un ERP. Et là, si on rentre sur le flux un peu plus technique, juste pour avoir une vision du process dans son ensemble et de ce qu'on arrive à réaliser en 3 jours. Si je repars de ma facture brouillon,
rentre à nouveau dans la modélisation. Je vais enlever un peu les nœuds techniques. Donc, on part d'une facture brouillon qui concerne un fournisseur. On a vu qu'on pouvait y ajouter des PDF et des annexes. On va se connecter à un produit qui s'appelle Cofax, qui va nous permettre en fait de dématérialiser la facture, de numériser, de dématérialiser cette facture, de récupérer un peu toutes les données de la facture. Ensuite, la facture va être... Cofax va nous renvoyer une facture avec un identifiant unique. On retrouve là ce qu'on a appelé référence. Et puis après, la facture suit son cours de validation dans SAP. Et à chaque fois, SAP va nous renvoyer un statut qui est facture validée, facture acquittée, facture refusée. Voilà. Et en fait, à travers cet exemple, on construit en quelque sorte une blockchain finalement, où on va venir à chaque fois agrandir le réseau et venir ajouter un nouveau statut qui va venir en fait se plugger en bout de chaîne. Voilà. En fait, ça nous permet très simplement de pouvoir connaître le statut actif de la facture et en parcourant la chaîne, de pouvoir connaître aussi tout l'historique en fait. Et ça, je ne l'ai pas montré, ce qui nous permet, quand on va sur une facture comme la une là, qui a été validée, de retrouver... donc là, on voit qu'elle est acquittée. En tête là, de l'écran se met à la couleur, le code couleur en fait, d'acquittement, mais on va pouvoir avoir le suivi de la facture, savoir qu'elle a été déposée et envoyée le 17, validée le 18 et acquittée le 19. Voilà, et on peut retrouver là, bon, on a juste remonté les métadonnées en termes de données sur la facture, c'est-à-dire juste le montant de la facture. Voilà comment cet exemple assez simple se matérialise dans MindZap. Voilà. Donc, on a essayé de mettre au point une solution plutôt visuelle, voilà, colorée, de manière à ce qu'on ne soit plus dans la boîte noire, mais qu'on ait envie de rentrer dans la modélisation. Et justement, cette base de données graph et cette approche graph nous permet aussi, au moment de l'élaboration, dans le recueil de besoins, de pouvoir vraiment échanger en direct avec les métiers et de construire en direct, en fait, parce que comme c'est très visuel, le métier comprend tout de suite son contexte et sa thématique, et du coup, voilà, c'est beaucoup plus facile de se comprendre avec les métiers et du coup de développer. Et puis de la même façon, comme c'est facile de développer, on peut rapidement casser une branche s'il y a finalement quelque chose qui n'est pas ce qu'on voulait. Voilà, on se donne vraiment le droit à l'erreur, ce qui est moins évident dans un process classique de développement où le cahier des charges a déjà pris un certain temps. Ensuite, on rentre dans un effet tunnel de développement, puis finalement, on sort du développement, puis on se rend compte que ça ne correspond pas tout à fait aux besoins du métier, ou en tout cas, il a changé entre-temps. Enfin, voilà. Donc là, l'idée, c'est d'être beaucoup plus flexible, d'être beaucoup plus agile grâce à cet outil qui est très accessible. Voilà. On en a fini. Tu voulais compléter ? Non, juste montrer bien sûr qu'on est responsive et qu'on s'adapte en fait à tous les supports et tous les formats, avec la possibilité de même faire des écrans sur mesure en fonction du support si on ne veut pas forcément afficher les mêmes choses sur un écran de PC que sur une tablette ou un smartphone. C'était ça un peu l'idée. Non, je crois qu'on a fait un peu le tour. Juste pour conclure la démo, par rapport aux éléments qu'a introduit Céline, c'est-à-dire sur les limites un peu du low-code aujourd'hui en termes de complexité, en termes de gouvernance, en fait, c'est un sujet qu'on essaye d'adresser justement, et c'est une ambition de MindZap à travers son approche réseau, c'est justement de pouvoir adresser des besoins complexes avec très peu de code, encore une fois, et puis aussi de pouvoir avoir plus de contrôle sur les aspects de gouvernance. Voilà. Et ça, c'est aussi un des points forts de l'approche réseau, c'est qu'on va pouvoir faire cohabiter tout un ensemble d'applicatifs sur notre plateforme tout en gardant quand même un maximum de contrôle par rapport à ce qui est fait. Voilà, il y aurait d'autres démos à vous montrer, mais qui sont malheureusement pas encore prêtes de notre côté, mais on travaille sur un CRM et aujourd'hui, à travers le réseau, on peut connecter ce CRM à notre flux de vente, on peut le connecter à notre gestion des jeunes là, et
Et à travers ça, ça devient assez intéressant. C'est-à-dire que toutes les composantes, en fait, peuvent être liées forcément à travers le réseau et peuvent échanger de la donnée. Merci beaucoup. On arrive déjà Il est déjà 12h30, donc on va devoir clôturer cette tech démo. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation, Olivier et Céline. C'était très intéressant. Et merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre participation. On vous envoie toujours un petit email avec un sondage de satisfaction, le lien vers le replay vidéo et les coordonnées de l'équipe de Cléa si vous souhaitez aller plus loin ou si vous avez des questions que vous souhaitez leur poser suite à cette présentation. Et du côté Alpine City, on vous donne rendez-vous à la prochaine Tech Démo qui aura lieu le 22 novembre pour découvrir Solus, qui est une plateforme de cybersécurité, notamment lutte contre les attaques de phishing. Voilà. Belle journée à tout le monde et à bientôt. Merci Sandrine. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon appétit. Au revoir. Merci.